Mama nimechoshwa na haya mateso, jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo. Sitaweza kamwe kuvumilia, sitaweza kamwe kuvumilia. Chaque année, ce sont plus de 300 000 Africains qui viennent célébrer à Libreville, capitale du Gabon, la fête des cultures. Cet événement a permis de créer des liens entre les 9 provinces et les 50 groupes culturels, apaisant ainsi les conflits sociaux et identitaires des années 90. À l'occasion du 10e anniversaire, nous avons souhaité rendre hommage à la culture. Une langue, c'est une architecte du savoir. Elle a accumulé les savoirs. Elle les synthétise au cours d'une histoire, de l'histoire d'un peuple. Et elle met cela à la disposition des gens qui ont envie, je dirais, de construire. Le début tel qu'il se fit. Oyonnaga vit un œuf à 4 faces, un œuf de cuivre à Kinkos, émettait une chaleur insupportable. Lumière d'une intensité aveuglante, pas palpable. L'œuf grossit démesurément, devint incandescent, gonfle, explosant une infinie particule carrément étincelante. Donna naissance à Mimpourmiaki, le brouillard issu d'Akinkos, donc la galaxie. Engendrant ensuite Biyemiema Mimpo, le vide issu du brouillard, donc le vide intergalactique. Engendra ensuite Zok Biyemiema, encore appelé le ciel, le nom de Dieu Akiba. Bon, là, évidemment, le slam, c'est un moment de jeûne. Bon, je ne sais pas tout à fait dans le coup, si vous voulez, mais à partir du moment où cela se réclame de la parole et de la transmission, je me dis, il s'agit là d'une manière contextualisée de transmettre la parole, de transmettre des messages sociaux. Alors, la palabre, c'est la parole, il faut parler encore pour arriver à des consensus. Je ne sais pas si c'est nouveau le slam, hein. Il a d'ailleurs toujours existé. Ma grand-mère islamait, mon grand-père islamait. Maintenant, c'est pourquoi on parle de slam, pourquoi ça explose maintenant, c'est peut-être l'effet de mode, et puis que enfin c'est un art majeur, hein, qu'on diffuse maintenant dans les médias, sur Internet. Alors cette tradition-là, le palabre, l'islam, ça se réclame tout à fait de la même culture. C'est vrai que les enfants ont toujours l'impression d'inventer la roue. Quel est le meilleur moyen de dire ces choses-là, que de les mettre, d'utiliser sa voix, parce que le slam c'est d'abord la voix et puis la force du texte. Hein. Et je pense que c'est ça, c'est pas tant de savoir jouer de sa vocalise, c'est savoir utiliser sa voix au service des bonnes causes. Utiliser sa voix pour se faire entendre, utiliser sa voix pour ouvrir les consciences. Et je pense que le slam, oui, parce qu'il réconcilie finalement toutes les générations. Lorsque j'étais au Gabon, j'ai eu l'occasion d'assister à ces fêtes de la culture. Le Gabon est un pays où il y a beaucoup de peuples qui viennent de différents horizons. Hein. Alors comment faire en sorte que ces gens-là, qui viennent d'horizons différents, arrivent à vivre ensemble, mieux vivre ensemble, apprennent à se connaître. Mais c'est à travers justement la meilleure connaissance des cultures des autres. Et à ce titre, lorsque M. Paul Mbabessol était le ministre de la Culture, je trouve qu'il a toujours été quelqu'un qui a de très bonnes idées. Et le fait d'instituer une fête de la culture tous les ans, justement, a permis aux Gabonais et aux étrangers, mais des Gabonais d'adoption, justement, de mieux se connaître. C'est d'autant plus important que ça se passe au Gabon que nous ne sommes pas nombreux, on appelle 1 500 000 personnes, on n'est pas habitué à sortir. On ne sort pas, mais on accueille les autres. Mais le tout n'est pas d'accueillir, le tout c'est d'aller vers les autres. Et comment aller vers les autres? C'est de faire connaître les différentes cultures. Il y a
des cultures gabonaises, parce qu'il y a effectivement des groupes qui se réclament de cultures différentes, ça veut dire vision du monde différente, langues différentes, des pratiques différentes. Alors, je pars aussi du fait que, à partir du moment où deux communautés humaines ont une intercompréhension à 30%, je conclus qu'ils sont de la même communauté culturelle. Alors effectivement, vous avez à Libreville et au Gabon des gens qui sont différents de langue, de culture, de pratiques sociales, de religion, enfin, etc. L'idée de créer cette fête m'est venue d'un constat que j'avais fait lorsque j'ai été élu maire de Libreville. J'avais beaucoup d'ambition pour cette ville, ambition de la propreté, de la convivialité, de la prospérité. Mais que cela n'était pas possible parce que les gens étaient renfermés sur eux-mêmes. Il y avait des replis identitaires qui faisaient qu'à cette époque, il était inconcevable ou difficilement concevable de mettre dans la ville un esprit, comment je dirais même républicain. Alors donc, je me suis donc dit qu'il fallait pousser les gens à se rencontrer pour qu'ils abandonnent leurs préjugés, pour qu'ils apprennent à apprécier les autres comme différents et qu'ensemble, ils puissent apprendre à faire des choses. La Fête des cultures tisse des liens entre chaque pan culturel, que ce soit la mode, la danse, le chant, la cuisine ou le sport, tous relèvent de pratiques plus ou moins éloignées. S'agissant des générations, elles se réconcilient en constatant qu'elles ne s'opposent pas, mais bien au contraire, l'une est prolongement tandis que l'autre est source d'inspiration. La culture revêt ainsi toutes ses lettres de noblesse. Nous recevons dans cette salle M. Paul Babesson, vice-premier ministre, ministre de la Culture. Monsieur le vice-premier ministre, s'il vous plaît. La diversité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vision du monde différente, des pratiques différentes, la religion différente, la philosophie, les proverbes, tout ça différent, chacun ayant vis-à-vis de l'autre une identité spécifique. Vous voyez la différence. Mais alors, maintenant, cela ne pousse personne, personne n'a le droit, n'est-ce pas, de dominer l'autre différent. Le pluriel de la fête des diversités culturelles montre que, contrairement à ce qu'on peut appeler les différences culturelles, les différences, le mot même différent évoquant une opposition entre deux cultures, dire diversité évoque au contraire l'harmonie nécessaire, la synergie nécessaire, la complémentarité nécessaire entre les cultures pour faire une unité qui tienne compte des diversités. La diversité des cultures est un projet, permettez-moi de parler comme un chrétien, est un projet de Dieu qui a, avec la diversité humaine, envie d'écrire une symphonie. Il faut qu'il y ait plusieurs notes pour faire un air de musique. Également, il faut que des hommes soient différents pour créer
un humanisme, je fais un pléonasme, un humanisme humain. C'est la diversité qui construit cela. On a souvent l'impression que la tradition c'est quelque chose qui est figé et que la modernité c'est quelque chose qui est en mouvement. Et que la tradition c'est l'Afrique, la modernité c'est l'Occident. C'est faux. Les populations africaines sont déjà dans le temps du monde, sont déjà dans la modernité. Simplement, il y a une chape de plomb parce qu'il y a des combats peut-être plus urgents à mener, encore que c'est un combat urgent, c'est même le premier combat à mener. Mettre les talents devant et laisser mettre moins d'argent pour les armes ou dans les ministères, dans les armées africaines. Il faut mettre les talents en avant, les mettre en exergue, les mettre en avant. Et la preuve, les Africains sont
plus grands consommateurs de produits qui viennent de l'Occident. Donc, si on les laissait faire, produire leurs propres produits, et que le monde regardait ses propres produits, je pense que les Africains pourraient trouver les moyens de s'en sortir, de vivre de leur culture, de leur tradition. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent que la tradition est à mettre en porte-à-faux avec la modernité. La tradition, c'est un ensemble de choses qu'on a l'habitude de faire. Quelquefois, on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Par exemple, le cas de l'excision. Bon, maintenant, on sait qu'il faut arrêter de faire l'excision. Il faut passer à autre chose. Il faut être dans le temps du monde. Il faut se redresser, il faut se relever. Il faut regarder l'avenir. Au niveau scientifique, vous avez actuellement à Toulouse un petit Gabonais qui est en train de mettre un type d'hélicoptère au point. Donc c'était un garçon qui est parti étudier là-bas et puis il a passé sa thèse de doctorat dans cette technique-là, technique des avions. Il est très calé. On a pris l'habitude de dire, bon oui, l'Europe apporte à l'Afrique, enfin, etc. Mais ce n'est pas exactement ainsi, à mon sens, qu'il faut voir les choses. Il faut dire, voilà, l'Europe a développé sa civilisation dans tel sens, dans le sens technique. Et l'Afrique, c'est ce qu'il faut découvrir, il faut des études. L'Afrique a développé sa civilisation, ou ses civilisations, dans quel sens? Après avoir subi cette agression de la colonisation, car ça a été une agression, il y a d'abord eu l'esclavage et puis la colonisation, ce sont des agressions très graves qui auraient pu amener le continent au suicide. Pourquoi un être humain se suicide? Un être humain se suicide lorsqu'il se trouve face à un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors, en ce moment-là, il est tellement soumis au problème qu'il décide, lui, finalement, de dire « moi, je disparais ». Alors donc, ces civilisations-là ont eu suffisamment de répondants pour ne pas s'acheminer vers le suicide. Moi, si je reviens au Gabon, c'est sûr que j'aurai un regard autre sur mon pays. Je dirais il faut faire telle chose parce que j'ai vu ça, il faut la démocratie, il faut les radios, il faut les écoles, oui. Mais en même temps, il faut pouvoir, tout en voulant que les choses avancent rapidement, il faut aussi pouvoir apprendre à respecter justement ceux qui sont restés. Elle a un rôle à jouer, la diaspora, mais il faut qu'elle sache dialoguer, justement. Il faut qu'elle apprenne à parler. Elle apprenne à dire à ceux qui sont restés, et s'ils sont restés, bon, ils sont restés et ils vivent aussi avec leurs habitudes, leur culture, leur époque, leur vitesse à eux. Souvent, on a l'impression que ça va trop lentement en Afrique. Et si ça va lentement, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est parti. Mais quand on revient, il faut qu'on enclenche le mouvement, toujours en respectant l'autre. Et justement, ceux qui sont venus, ceux qui sont en Occident, ils continuent à s'imprégner de leur culture, ils la fortifient, ils y ajoutent d'autres éléments des cultures des autres pour la rendre justement plus forte, plus lumineuse, plus rayonnante. Et c'est ça justement ce qui est formidable dans la culture ou la tradition. On parlait de tradition et de culture. L'Afrique peut en gros se subdiviser en 5 régions. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. À cela, à partir de 2003, il est apparu absolument indispensable de prendre toute la mesure de la diaspora, parce que la diaspora africaine, on la trouve énormément aux États-Unis, mais également en Europe et en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Donc, c'est considéré depuis 2003 comme étant le 6e continent. Oui, la diaspora a joué un rôle important. D'ailleurs, où en seraient nos cultures, nos pays, s'il n'y avait pas la diaspora, s'il n'y avait pas ces diasporas qui ont des choses à dire. Moi, je prends l'exemple de l'Africain numéro 1. Ça fait 5 ans que j'anime une émission qui permet aux Africains de s'exprimer. Cette diaspora de s'exprimer, elle a des choses à dire, elle fait des choses sur le terrain. Maintenant, ce qu'il lui faut faire pour être vraiment entendue, c'est qu'elle apprenne à regarder dans la même direction. Parce qu'encore une fois, on revient aux cultures. Deux Gabonais n'ont pas forcément pas le même point de vue, mais la même façon de concevoir le monde. Hein. Pareil entre un Camerounais et un Nigérien, un Sénégalais et un Malien. Donc il faut que justement,
on crée peut-être des ponts culturels entre ces différentes diasporas africaines en Europe et en Occident. Et deuxième étape, je pense qu'il faut qu'elles apprennent à se mettre ensemble, à dire voilà, maintenant nous savons qui nous sommes une force, nous sommes des forces. Maintenant il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir peser réellement dans les pays où nous avons choisi de vivre, mais aussi peser davantage en Afrique. De ne pas seulement être la pourvoyeuse financière. C'est donc pour comprendre plus en profondeur la problématique liée à la diaspora que nous sommes allés rencontrer Serge, chef cuisinier. Comment le virus de la cuisine vous est tombé dessus? Déjà, je commence par le début. Comme tout chef de cuisine, comme tout bon cuisinier d'ailleurs, il faut commencer par la plonge. J'ai fait de la cuisine, j'étais un simple commis de cuisine. J'étais apprécié par M. Charpentier-Joël, qui m'a pris presque comme son fils. C'est là qu'il m'a envoyé à Cannes, à l'hôtel Martinez. C'est à Cannes au Martinez avec le chef Christian Villers et Jean-Marc M. Gauthier, qui sont des mofs, qui m'ont vraiment inséré à apprendre ce métier. Parce que j'ai appris beaucoup de choses et des bonnes choses au Martinez. Mais ça ne se passe pas en 2 ou 3 ans. Hein. Moi, ça me fait déjà 23 ans de métier. Donc, je suis aujourd'hui meilleur cuisinier du Gabon et de l'Afrique centrale. J'étais coordonné Gomieux, j'ai des références. Je suis membre de la chaîne internationale des rôtisseurs. Je suis le seul Gabonais qui est chef rôtisseur au monde. Bon, je n'ai pas dit que j'ai fini. Et c'est pour ces raisons que je fais de la gastronomie aujourd'hui avec des produits locaux. J'étais à l'hôtel Martinez, je n'ai beaucoup travaillé que sur le saumon, de la lotte, du caviar, des homards, des langoustes et autres. Vous connaissez la haute cuisine française. Mais quand je suis rentré au Gabon, j'avais du mal à retrouver ces produits. Je me dis, pourquoi ne pas valoriser des produits gabonais? Quand je suis gabonais. Alors j'essaye un peu avec mon expérience, avec mes connaissances que j'ai acquises en Europe, de valoriser des produits locaux et de les faire en gastronomie typiquement gabonaise. Bon, ce soir, je vais vous présenter de la quenelle d'Atanga aux billes de papaye du Gabon. Atanga, qu'est-ce que c'est? Atanga, c'était un fruit que nous ont mangé nos ancêtres. C'est depuis des colonies. C'est un fruit qui se mange froid ou chaud. Ça vient de quelle région? Dans tout le Gabon en général, il y a les Atanga, en Afrique en particulier. Mais le Gabon, il y en a d'abord chez les femmes. Après, ça s'évolue un peu pour nous. Ça, c'est de l'Atanga quand il est cru. Quand une Atanga est crue, c'est comme ça. Et quand c'est cuit, j'enlève mon Atanga. On décompose la tanga. Bon, nos aïeux mangeaient la tanga comme ça. Ils les prenaient, ils le mangeaient juste avec des mains. Ils les cuisaient comme ça. Bon, c'était la tradition. Bon, ils ne savaient pas. Bon, moi, c'est mon invention, c'est ma créativité. Je crée, et excusez-moi du terme, j'essaie de valoriser ce produit que je mets tout en cannelle. Ce n'est pas une personne politique, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un pilote qui viendra développer la culture gabonaise. C'est dans son Gabon. Moi, j'essaie, par mes moyens, d'essayer de valoriser les produits de mon pays. Et comment ça s'est passé dans votre esprit, le moment où vous avez décidé de revenir au Gabon? Après m'avoir envoyé dans les îles Mayotte, aux Antilles, j'ai dit, mais si je dois aller enseigner la cuisine française aux Français, à Mayotte, pourquoi ne pas rentrer au Gabon, enseigner la cuisine gabonaise aux Gabonais au Gabon? Je souhaite un très bon appétit. Que la quenelle d'Atanga aux billes de papaye. Toute culture se développe dans un espace propre à chacun de nos pays. Et dans le cas du Gabon que vous venez de m'indiquer, il y a à la fois un pays qui est tourné vers l'océan, un pays qui a l'arrière-plan à la forêt, et de la forêt à l'océan, il y a les différents fleuves qui irriguent. En fonction de cette irrigation, on peut voir déjà s'amorcer une spécificité dans l'art culinaire gabonaise
qui, par exemple, en matière de poissons, préfèrent les poissons d'eau douce. C'est assez intéressant de constater que c'est un peu le cas dans tous les pays africains. Alors, on peut s'étonner qu'un pays qui a la chance d'avoir l'accès à la mer ne fasse pas plus grand cas d'une pêche qui viendrait nourrir la population en partant de l'océan. C'est parce tout simplement, dans la tradition culinaire du pays, les pêches se font autour des cours d'eau. Il y a beaucoup d'Africains justement qui ont fait connaître leurs idées à travers une organisation de l'ONU qui s'occupe justement de recenser toutes les inventions. Mais ces inventions dorment dans les tiroirs. Quand est-ce qu'on va les mettre en avant? Du fabricant d'une table à repasser qui permet plus de malléabilité de la ménagère à un jeune qui arrive à fabriquer avec du matériau local, des avions, des objets décoratifs, en passant par la femme qui a trouvé une nouvelle recette. Ces gens-là, il faut les mettre en avant parce que c'est vecteur de boulot, de travail. On a besoin justement de ces petits boulots, d'en faire de vrais boulots pour qu'enfin les Africains et les Africaines puissent être acteurs de leur vie. Je demeure convaincu, pas moi seulement, mais les gens qui ont eu l'habitude de réfléchir en profondeur à la question de la guerre et de la paix, que sans la culture, une paix qui est fondée uniquement sur le politique et l'économique, nous avons su qu'à chaque fois de l'histoire, ça s'écroule. C'est pour cela d'ailleurs qu'en créant l'UNESCO, il a été indiqué que les accords à caractère économique et politique n'ont pas permis de construire les bases d'une paix durable. Et que c'est sur la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité qu'il est possible de bâtir une paix durable dans laquelle les échanges culturels, les échanges scientifiques et éducatifs sont incontournables. Vous constaterez d'ailleurs à cet égard que même à l'extérieur, c'est toujours les artistes qui ont marqué la solidarité quand nous avons passé un moment très très difficile. La world music est née au moment où Michael Jackson, à la suite de la famine en 1985 en Éthiopie, dans mon pays, a pu mobiliser des artistes pour dire voilà notre élément de solidarité. Que fait Bono finalement? C'est la même chose. Bon. Et donc on voit que les artistes, les créateurs sont les premiers à être disponibles pour exprimer leur solidarité. Chaîne, maillon ou structure traditionnelle en Afrique. Nous avons souhaité rencontrer Gonzague Saint-Brice, journaliste écrivain parti avec Michael Jackson sur les traces de ses ancêtres. Bien que l'œuvre du roi de la pop fasse l'unanimité mondiale, c'est au Gabon qu'il était venu chercher une part de son identité. Gonzague Saint-Brice, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à votre demeure parisienne pour nous parler de cette année 92 où vous êtes parti avec Michael Jackson au Gabon. Près de 17 heures se sont passées et un souvenir toujours intact. Oui, c'est vrai que c'est une expérience assez extraordinaire parce qu'il m'avait donné rendez-vous à Libreville. Lui, son Boeing 707 privé arrivait de Los Angeles et je suis monté dans la Cadillac à toit ouvrant, couleur Coca-Cola, et on a quitté l'aéroport avec une foule, avec un mugissement d'amour, avec tous ces enfants qui couraient. Il était là avec son effigie de Mickey dans le dos, en train de commencer à faire ses signes. Et on arrive à Libreville, et là, il a fait quelques réceptions officielles, notamment au palais présidentiel d'Omar Bongo, avec Ali Bongo qui était présent à l'époque, et qui était ministre des Affaires étrangères. Mais ce qui l'intéressait, lui, c'était le goûter d'enfants organisé à sa demande, avec 1000 enfants, à l'hôtel Intercontinental. Et là, j'ai assisté à une scène merveilleuse, une petite fille de 13 ans qui s'est mise à danser devant lui, et après, il est venu me voir et me dire dans l'oreille, je l'ai touché. Et ça a été pour moi une véritable découverte de sa personnalité, de sa très riche personnalité culturelle, et aussi ce voyage initiatique extraordinaire du retour à l'Afrique. Et au fond, je voudrais témoigner aujourd'hui qu'il n'est plus, et qu'il est plus encore, que j'ai rencontré moi, il avait 35 ans, j'en avais 45,
un Michael Jackson heureux. Je n'ai vu qu'un Michael Jackson dans l'éclat de sa gloire et dans le désir de retrouver ses racines. Pour Michael Jackson, moi je sais qu'il a séjourné au Gabon, il a séjourné en Côte d'Ivoire, il est souvent allé en Afrique et il était souvent admiratif, mais même admiratif c'est un faible mot, c'est-à-dire il était intéressé par les danses traditionnelles gabonaises notamment. Pourquoi? Pour pouvoir s'en influencer, pour pouvoir écouter le son des génies, je crois aussi. Je pense que quand on est un prodige comme lui, on vient de quelque part, et ce quelque part, c'est la terre africaine. Bon, je ne veux pas dire que c'est seulement l'Afrique qui a fait de Michael ce qu'il est, non, c'est aussi son histoire, c'est les États-Unis, c'est le monde. C'est son talent propre. L'œil humain a besoin du beau pour sentir qu'il est important, pour lui donner la force d'avancer. Et nous en avons besoin, nous, en Afrique, beaucoup plus qu'ailleurs, vu l'état de nos sociétés. Mais pas une beauté béate, bâtarde. Moi, je suis un peu contre ça. Je veux une beauté en mouvement, dans la modernité. C'est-à-dire une femme jeune qui est consciente de sa beauté, donc de sa force, mais qui ne se contente pas d'être belle. Sois belle et tais-toi. Non. Qui se dit, je suis belle et je veux porter mon pays, je veux porter les valeurs du pays, je veux me battre pour une cause. Nous avons donc rencontré la beauté et l'avenir de l'Afrique. Disons que la mode a plusieurs facettes. Vous savez, la mode, c'est la façon de s'habiller, la façon de se comporter. C'est tout ça aussi, la façon de marcher, c'est la mode. Et la culture gabonaise et la mode, dites-nous, ça doit vous parler quelque part? La culture gabonaise, c'est vrai que ça rentre dans le cadre de la mode parce que chaque pays a sa culture. Et quand on parle de la culture gabonaise, ça fait une facette de la mode. Et j'aime ma culture. Vous avez vu la dernière fois à la fête de la culture, c'était très bien de voir toutes ces personnes défiler, oui, représenter la culture. Il faut aussi avouer que notre culture elle est très diversifiée parce que nous avons plusieurs groupes ethniques, les Mienais, les Fang, les Pounou. Et chacun de ces groupes a bien représenté valablement sa culture. Que voulez-vous faire demain? Demain, disons que je fais des études, mais je suis plutôt dans le domaine anglais. Demain, j'ai envie de me lancer dans la diplomatie. Mais pour la jeunesse, je suis jeune aujourd'hui et j'aimerais que les jeunes demain soient fiers de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Comme je l'avais dit une fois, par mois, c'était le thème de, je crois, la journée de la femme. Demain se prépare aujourd'hui. Mire yara danyara oh mire yara danyara mire bara danya Il y a deux manières de se perdre. Par ségrégation, murée dans le particulier, ou par dilution dans l'universel. Ma conception de l'universel est celle qui est riche de tout le particulier, des droits de l'homme, des droits des individus, des personnes, des femmes. Riche de tous les particuliers, c'est-à-dire les peuples, les droits des peuples, des pays, des nations, des ethnies, des communautés, des minorités. Approfondissement et coexistence de tous les particuliers. Oye mire yara janyam Rahamani wadodo jabaro